Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on revient sur le jeu de société Inc. On a ici notre analyse sous les yeux, celle qu'on avait écrite, et l'idée, c'est d'en extraire un peu l'essence, quoi. Exactement. Comprendre ce qui marche et peut-être ce qui coince un peu dans ce jeu de Casper Lap chez Final Score Games. C'est ça. Parce que notre article, il mettait en avant un contraste assez net, Tout non? à fait. D'un côté, on a une mécanique de jeu super ingénieuse, vraiment précise presque, chirurgicale on pourrait dire. Hmm. Et de l'autre, une esthétique et puis aussi une interaction entre joueurs qui peuvent laisser un peu sur sa faim, un peu froid peut-être. Un peu froid, oui. Alors, plongeons là-dedans. Le cœur du jeu, si on le réexplique rapidement. Alors, en gros, on choisit des tuiles sur une roue au centre. Avec ça, on agrandit notre plateau personnel. Ok. Le but, c'est de créer des zones de couleurs assez grandes pour y poser des petits encriers sur des cases objectifs. Et le premier qui vide sa réserve d'encriers déclenche la fin. Ça paraît simple comme ça. Oui, mais comme on l'avait noté dans l'article, c'est vite plus subtil. Déjà, rien que le choix des tuiles. Ah oui, la fameuse roue-plume, la mécanique, comme on l'avait appelée. C'est ça. C'est pas juste tiens, je prends cette tuile. Non, le choix est souvent contraint par la position de la plume. Mhm. Il faut anticiper ce que les autres vont faire, ce dont ils ont besoin. Parfois, on prend une tuile moins bonne pour soi, juste pour pas laisser une super opportunité à l'adversaire. Donc il y a déjà une interaction indirecte là, une gestion de l'incertitude aussi. Exactement. C'est assez fin comme système de draft, je trouve. Et ensuite, la pose des encriers, c'est pas si simple non plus, il y a des conditions. Non, il faut une zone d'une certaine taille, de la bonne couleur, pour viser une case objectif précise. Et puis, il y a cette règle des 12 encriers. Ah oui, ça c'est une couche de stratégie en plus. On choisit 2 couleurs en début de partie et on n'a que 16 encriers là pour marquer. Voilà, ça oblige à se spécialiser un peu, à planifier à plus long terme. Et sans oublier les encriers noirs pour le départage. Crucial ça. On l'avait souligné dans l'article, ça pousse à optimiser jusqu'à la dernière tuile. Tout à fait. Et puis, l'autre gros point fort qu'on avait identifié, c'était la calligraphie du combo. Ah, les combos. Ça c'est souvent ce qui rend un jeu vraiment satisfaisant, non? Carrément. Quand tu complètes un objectif, hop, tu gagnes une action bonus, et ces actions, elles sont piochées au hasard en début de partie. Plus de 200 combinaisons possibles, c'est ça qu'on avait calculé, hein. Oui, quelque chose comme ça. Donc la rejouabilité est vraiment là. Et surtout, ça permet des tours géniaux. Par exemple? Tu places un encrier, l'action bonus te permet, disons, de déplacer un autre encrier déjà posé. Ok. Ce déplacement te fait peut-être ouvrir une nouvelle zone ou atteindre la taille requise pour une autre. Du coup, tu peux poser une tuile bonus qui te permet de valider un autre objectif et hop, une autre action bonus. Eh ouais, on peut enchaîner. Ça doit être grisant quand ça marche. Très grisant. C'est vraiment là, je pense, que réside la profondeur tactique du jeu. C'est très malin. Mais, parce qu'il y a un mais, visiblement. Oui, il y a des éléments qui ajoutent de la tension, mais qui peuvent aussi être vus comme un peu plus frustrants. Tu penses au chemin de croix? Oui, par exemple. Ce système où, à chaque fois que ton pion fait un tour complet de la roue, tu dois piocher un jeton X ou XX. Et ça bloque des cases sur ton plateau, définitivement. C'est ça. Ça rend des cases inutilisables. Du coup, ça met la pression. Est-ce que je prends le risque de construire lentement une grosse zone super rentable au risque qu'une partie soit bloquée? Ou est-ce que je me dépêche de marquer des petits points plus vite? Dilemme. Exactement. C'est une course contre la montre un peu personnelle, ça rythme bien la partie, mais ça peut être un peu punitif parfois. D'accord. Et l'autre aspect qui divisait un peu dans notre analyse, c'était l'esthétique. Ah, l'esthétique en demi-teinte, oui. Alors, les petits encriers en plastique translucide, ils sont plutôt jolis, agréables à manipuler, Oui, ça c'est vrai. mais le reste, le plateau, les tuiles, c'est très abstrait, fonctionnel. Des aplats de couleurs, quoi. Voilà, très lisible, on voit tout de suite les zones, les objectifs, ça c'est un bon point. Mais on est loin des somptueux tableaux que le thème de la calligraphie pouvait laisser espérer. C'est un peu froid, comme tu disais au début. Clinique, peut-être? Clinique, c'est bien le mot, oui. Ça manque de chaleur, d'une patte artistique qui te plonge vraiment dans un univers. Pour un jeu abstrait, c'est pas forcément un défaut rédhibitoire, mais ça peut freiner l'immersion. Et ça nous amène au dernier point qu'on avait soulevé. L'interaction au compte-gouttes. Ben oui. En dehors de l'interaction indirecte du draft, où on se gêne un peu pour les tuiles, On joue pas mal chacun dans son coin à optimiser son propre tableau. c'est majoritairement ça. Il y a bien une action bonus sur la douzaine possible qui permet d'embêter directement un adversaire. Celle où on lui fait piocher un jeton X de blocage. Exactement.
mais c'est la seule. C'est vraiment très peu. Donc oui, c'est surtout une course d'optimisation en parallèle. Ce qui peut plaire à certains et moins à d'autres qui cherchent plus de confrontation. Tout à fait, c'est une question de goût. Donc si on devait résumer l'esprit de notre article sur Ink, c'est un jeu qui brille par son ingéniosité mécanique, c'est ça? Oui, clairement. Le système de draft, les combos possibles, la rejouabilité grâce aux actions bonus, mécaniquement, c'est solide, c'est fluide, c'est intelligent. Mais, Mais voilà, cette belle mécanique, elle est un peu desservie par une direction artistique assez froide et surtout par une interaction très très limitée, ce qui le rend plus cérébral, peut-être moins point convivial? moins immersif. C'est un peu ça. Comme on l'écrivait en conclusion, c'est un peu l'image du premier de la classe. Ah ouais, cette analogie, le premier de la classe qui a tout compris sauf comment se faire des amis. Voilà, techniquement c'est irréprochable, ou presque. Mais humainement ou disons ludiquement, au niveau de l'ambiance partagée, c'est peut-être plus perfectible. Il manque ce petit supplément d'âme peut-être. Techniquement irréprochable, humainement perfectible. Ça résume bien. Et ça ouvre une question plus large finalement. Laquelle? Qu'est-ce qui prime dans un jeu de société? La perfection de la mécanique, le défi intellectuel, ou l'ambiance autour de la table, le partage, les rires, les coups bas même parfois? Vaste question. Et la réponse dépend sans doute beaucoup des joueurs et de ce qu'ils recherchent à un moment T. Effectivement, une réflexion intéressante à garder en tête qui va au-delà du cadding.